Al-Khali Cissé, inhumé ce vendredi à Jeddah en Arabie Saoudite. Sa famille a été consultée et a donné son accord. L'avocat du défunt Maître Abdoulaye Tine explique en début de journal. Abdou Elenkin Diatta, lui, sera inhumé dimanche prochain. Sa famille a reçu le certificat d'inhumation. Le secrétaire général autoproclamé du MFDC enterré à Moulombo, c'est son village natal. Cette malédiction dans 2 mairies à Dakar, aux Parcelles Assainies, en présumé détournement d'argent de bourse d'études. Le maire Moussassi et son directeur de cabinet mis en cause. À la mairie de la Patte d'Oie, des conseillers municipaux accusent Banda Diop d'avoir décaissé près de 28 millions de francs CFA sans délibération. Ces affaires font beaucoup de bruit. Le défi du partenariat mondial pour l'éducation et l'artiste Youssou N'Dour sauver des milliers d'enfants privés d'éducation. La Banque mondiale parle de 87% des enfants en Afrique qui ne sont pas scolarisés. Ceux qui le sont ont reçu un enseignement sans qualité. La question fait objet d'une convention. Malal Junior Diagne sera là pour la Paix Sport, à la technique pour ce 22h. Ramadine Ndiaye au micro Jo Maron. Bienvenue à toutes et à tous. Al-Khali Cissé est finalement inhumé ce vendredi à Jeddah en Arabie Saoudite. C'est en présence de quelques autorités sénégalaises et saoudiennes. Selon l'avocat du défunt, la famille a été consultée et a donné son accord formel. Maître Abdoulaye Tine précise que le rapatriement de la dépouille était impossible malgré les multiples essais. Maître Abdoulaye Tine avec Seydou Nourouba. Mon client, Feu Al-Khali Cissé, a été finalement inhumé ce vendredi à Jeddah, et ceci en présence des autorités officielles sénégalaises, notamment le consul du Sénégal à Jeddah, mais également de nombreux Sénégalais, des Saoudiens aussi, qui sont venus rendre un ultime hommage à Feu Al-Khali Cissé. Il va de soi que dans l'idéal, on aurait souhaité obtenir le rapatriement de la dépouille mortuaire de Feu Al-Khali Cissé, mais ça fait quand même près d'un mois que des démarches ont été entreprises, et ces démarches ont été confrontées à des obstacles d'ordre administratif et judiciaire qui rendaient jusqu'à aujourd'hui le rapatriement impossible. Finalement, nous n'avions autre choix que d'accepter la réalité et d'accepter cette solution qui peut être certes douloureuse pour la famille, mais compréhensible après plus d'1 mois d'attente. Je précise quand même que pour procéder à cette inhumation, la famille a été consultée en amont par les autorités officielles sénégalaises et qui ont recueilli effectivement le consentement de la famille, et ils ont pu l'obtenir formellement avant de procéder effectivement à l'enterrement et de procéder à la cérémonie mortuaire qui a été aujourd'hui organisée aussi. Abdou Elenkin Diatta sera lui inhumé dimanche 3 novembre dans son village natal Moulombo, département de Bignona. La famille a reçu le certificat d'inhumation. Les autopsies des corps, dont celui d'Abdou Elenkin Diatta, ont été faites ce matin par un médecin légiste. Abdou Elenkin Diatta, secrétaire général autoproclamé du MFDC, a été assassiné lors d'une cérémonie traditionnelle. Cette affaire présumée un scandale à propos de bourses d'études qui pollue l'atmosphère à la mairie des Parcelles Assainies. Le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies revient à la charge. Ses conseillers face à la presse ont fait savoir que le maire Moussassi s'est séparé de son directeur de cabinet mis en cause lui aussi dans ce dossier. Les plaignants déclarent que le maire cherche tout simplement à brouiller les pistes. Ndongoka. Le maire des Parcelles Assainies s'est-il senti réellement accablé dans ce qu'il est convenu d'appeler le scandale des bourses d'études, lequel le met lui et son directeur de cabinet dans l'œil du cyclone. En tous les cas, selon le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies, Moussassi tente de brouiller les pistes pour se dérober. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des affectations. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui la saisie de certains salaires des agents. C'est normal parce que ces agents-là ont eu l'altercation avec son directeur de cabinet. Aujourd'hui, il est en train de changer même la nomenclature en disant que le décès n'est plus décès depuis 2016. Théodore Ekwala. Mais les plaintes qu'il a introduites au niveau de la police, il l'a signé en tant que directeur de cabinet. Et aujourd'hui, ils sont en train de délocaliser OPEF qui œuvrait dans la mairie. Ça aussi, c'est un aveu de taille. Je crois qu'ils n'ont qu'à laisser les faits comme ça, laisser la justice faire son travail et que la vérité puisse éclater. À l'heure où on parle, ça fait longtemps qu'ils ont tout brûlé concernant ces documents-là. D'après Mamadou Gueye, vice-président de la commission des finances à la mairie des Parcelles Assainies, le
collectif va rester désormais vigilant. C'est parce que, précise-t-il, ils ne veulent plus laisser une marge de manœuvre aux mises en cause. Sur les infos qu'on a, il va sortir en conférence de presse, ce que je lui déconseille. Parce que s'il sort en conférence de presse, il va encore rentrer dans la sauce. Les choses sont claires, il faut avoir le courage d'accepter ces faits, parce que les faits sont têtus. Moussa Sy, joint au téléphone, a préféré ne pas répondre à nos questions. Quant à son directeur de cabinet, il a demandé d'être rappelé plus tard. Nongaka Parcelles Assainies, RFM. Non, loin des Parcelles Assainies, une autre mairie, un autre scandale. Patte d'Oie, le maire Banda Diop est accusé d'avoir décaissé près de 28 millions de francs CFA sans délibération. Une démarche que les conseillers municipaux jugent suspecte et exigent des explications. Abdoulaye Diop. Rien ne va entre le conseil municipal de la Patte d'Oie et le maire de la dite commune. Une importante somme d'argent décaissée de la caisse de la mairie sans délibération du conseil municipal est passée par la Farba Diène Sarr et conseiller municipal. Durant la fête de Tabaski, le maire avait décaissé 28 millions dans le compte de la commune de Patte d'Oie qui est logé à la perception. Alors que le conseil municipal n'a même pas délibéré, la commission aussi sociale ne s'est pas réunie. Donc on ne parvenait pas à avoir la présidente. L'adjointe n'était pas informée, personne n'était informé. Donc il y a 28 millions qui sont sortis de la commune de Patte d'Oie. Ce n'est qu'après que le maire a informé le conseil municipal. Le maire après nous a convoqué le conseil municipal pour une régularisation. Que le conseil municipal a automatiquement rejeté sous présence de l'autorité administrative se trouve être l'adjoint du sous-préfet. Une démarche que le conseiller municipal juge louche. Farba Diène Sarr. Très suspect de la part du maire. Donc il pensait avoir la majorité et là les conseillers ont dit non parce que c'est pas pour cela que la population nous a amenés au conseil municipal pour les représenter. Donc là les conseillers ont pris leurs responsabilités, ceux qui sont avec lui et ceux qui sont de l'opposition. Donc tout le monde a dit non et la majorité écrasante la remporte. Donc le projet de délibération a été rejeté. Le conseil municipal, selon notre interlocuteur, va saisir le percepteur municipal ainsi que les autorités administratives pour tirer cette affaire au clair. Toutes nos tentatives pour joindre Banda Diop sont restées vaines. Le maire est hors du Sénégal selon un conseiller et proche collaborateur de Banda Diop. RFM, partout. Lutte contre les violences faites aux femmes, des jeunes filles formées aux médias sociaux pour mieux faire le plaidoyer via le net. Le projet avec elles vise à mieux outiller les filles pour un usage efficace et responsable des réseaux sociaux. La formation a démarré ce matin à Dakar. Djouma Diouf. Avec elle est un projet qui vise à donner aux filles des moyens de faire des activités productives via les médias sociaux. C'est à travers des journées de formation. Djali Badiane est la promotrice du projet. L'idée, c'est de pouvoir les outiller afin qu'elles puissent utiliser à bon escient les médias sociaux, mais qu'elles aussi puissent les utiliser pour faire des actions de plaidoyer, qu'elles puissent appréhender et maîtriser les techniques de plaidoyer via les médias sociaux. Une occasion pour sensibiliser les filles qui sont les plus vulnérables sur l'impact des réseaux sociaux afin de leur permettre de mieux faire attention au contenu qu'elles y mettent. Il faut qu'on puisse les expliquer les risques qu'elles encourent et aussi comment se protéger. Donc on a un important volet dédié à la protection des données personnelles avec une formation sur la sécurité, comment protéger ses comptes, comment aussi ne pas se faire envahir par les faux profils ou bien les profils et les messages inappropriés. Une journée de formation bénéfique pour Awa Sow, étudiante en Master 2 en sociologie des organisations. J'ai à retenir que les médias sociaux ont beaucoup d'utilité. On utilise mal les médias sociaux, alors qu'en réalité, on peut utiliser les médias sociaux pour se faire entendre sur des débats comme le maintien des filles à l'école, la lutte contre les BVZ, les violences basées sur le genre. Le projet va durer une année et est destiné aux filles âgées entre 18 et 25 ans. Des tournées sont aussi prévues à l'intérieur du pays. Gadiak, un village dans le département de Fatick, localité difficile d'accès. La zone est très enclavée. Les habitants réclament une piste de production et un pont pour rallier certains villages de la commune de Diarer. Aminata Goudjabi. Gadiak compte environ 2000 habitants. Ce village de la commune de Diarer reste difficile d'accès et la situation devient plus compliquée en période d'hivernage. Un marigot situé à l'entrée du village empêche les populations de vaquer correctement à leurs occupations. Léopold Ahmad Kama est habitant de Gadiak. C'est un marigot. En période d'hivernage, on ne peut pas passer parce que l'eau prend carrément la route. Le véhicule ne peut pas y passer. En période d'hivernage, nous sommes carrément coupés de la route, coupés de Djéine. Le seul moyen où nous avons pour vraiment évacuer aux malades, c'est aller vers Tchaïaï. Tchaïaï, ce n'est pas notre tissu sanitaire. Nous, on
dépend de Fatick, mais on est coupé de Fatick. Thérèse Faye a également lancé son cri du cœur face à cet enclavement du village de Gadiack qui dépend de sa commune. Ici, pendant l'hivernage, personne n'a accès à Gadiack parce que tout simplement, il y a une zone que l'on appelle en sérère Bibil. Même pour y traverser avec une charrette, ça pose problème. Parce qu'au-delà du fait que personne ne peut y accéder, il y a aussi les enfants qui ne peuvent pas circuler librement pour aller même à l'école durant un certain temps. Une piste de production reliant Diohine à Gadiack et un pont à l'entrée du village réglerait ce problème de façon définitive. La doléance est donc posée aux autorités compétentes. Et c'est la raison pour laquelle nous avions sollicité le PUDC. Si on peut avoir une piste de production qui peut quitter Diohine jusqu'à Gadiack, et une fois dans ce site, on pourra avoir soit 2 ponts à vraiment solutionner ce problème définitivement. Donc c'est une doléance de la population. Nous l'avons posée au gouverneur de région pour qu'il puisse transmettre le message des populations de Gadiack, des populations de la commune de Diarère. Une solution doit être rapidement trouvée car ce sont les femmes enceintes qui souffrent le plus de cette situation. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Échec dans l'opération de la Tabaski, le ministre de l'élevage qui dégage toute responsabilité du gouvernement, Samba Ndiobenka, accuse de son côté les opérateurs. Il a présidé à Richard-Toll l'Assemblée générale des éleveurs, Mamadou Diagne. Quelques mois après la fête de la Tabaski, le ministre de l'élevage Samba Ndiobenka a décidé de sortir de son mutisme. Il a dégagé en touche les accusations portées contre lui face à l'échec de l'opération de la fête de Tabaski passée. Pour lui, la faute incombe aux opérateurs vu que l'État a respecté tous ses engagements. Le rôle de l'État, c'est de mettre à l'aise le consommateur, mais aussi de veiller sur la sécurité à travers la police, la gendarmerie et la douane. Et aujourd'hui, on peut dire que l'État a réussi à respecter ses engagements. Le reste, c'est au niveau des opérateurs. C'est eux qui devraient faire le maximum pour satisfaire la demande, vu que toutes les conditions étaient réunies. La raison pour laquelle je n'ai jamais abordé la question, car chaque chose en son temps. Mais encore une fois, l'État a respecté ses engagements. Le ministre prône l'élevage intensif ou semi-intensif, tout en favorisant la culture fourragère pour que les éleveurs puissent mener à bien leurs activités sans difficulté. La culture fourragère est aujourd'hui une nécessité. Je ne dis pas que vous devez laisser l'élevage extensif, mais dans la mesure du possible, il faut aller vers l'intensif ou semi-intensif, car c'est ce qui peut mettre fin à vos difficultés. Des cultures fourragères qui comptent promouvoir l'importance. Nos excuses pour la fin de cet élément. Ce constat de la Banque mondiale, 87% des enfants en Afrique ne sont pas scolarisés. Ceux qui le sont ont reçu un enseignement de mauvaise qualité. Face à la situation, Global Partnership for Education, c'est-à-dire le partenariat mondial pour l'éducation et l'artiste Youssou N'Dour ont signé cet après-midi une convention pour une éducation de qualité. La signature a eu lieu cet après-midi à Dakar, au Marmot. L'éducation des enfants fait défaut en Afrique. 87% des enfants du continent ne bénéficient pas d'un enseignement de qualité, une situation que déplore Alice Olpraet de Global Partnership for Education. Nous courons le risque de laisser des millions de personnes à la traîne. La crise de l'éducation est réelle. L'Afrique est l'épicentre de la crise de l'apprentissage. Le mois dernier, la Banque mondiale a publié des nouvelles données indique que 87% des enfants africains âgés de 10 ans ne pouvaient ni lire ni comprendre une brève histoire simple. Cette victimisation des enfants n'est pas fortuite. Les plus marginalisés et les plus géographiquement isolés, ainsi qui vivent dans les zones de conflit. Faisant de l'éducation son credo, le roi d'Imbala, Youssou N'Dour, dit consacrer la plupart de ses activités à l'apprentissage. En 1983, j'avais organisé une tournée nationale en faveur de l'éducation. Mieux, plusieurs de mes chansons tournent autour des enfants et de l'éducation. Comme le disait Nelson Mandela, une référence pour moi, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Cette convention, signée entre Global Partnership for Education et la star planétaire Youssou N'Dour, veut coûte que coûte changer la donne. RFM Sport.
Malal Junior Diagne, bonsoir et bienvenue pour la page sport. Merci, bienvenue à tout le monde pour cette page des sports. On démarre avec le basketball pour parler de la finale de la Coupe du Sénégal qui va se jouer ce samedi au stadium Marius Ndiaye chez les dames. L'équipe de Saint-Louis Basket Club défie l'équipe championne en titre, l'AS Ville de Dakar, match prévu dans l'après-midi. À suivre en direct sur RFM, le basketball toujours, mais à 3 cette fois-ci, avec la Coupe du Monde qui se joue en Chine, une Coupe du Monde à 3. Le Sénégal est représenté par Isexport. Chez les dames, on est qualifié pour le deuxième tour. Il va falloir gagner ce samedi. Chez les hommes, pour passer, Madame Diop Aïssatou Seydi est la directrice de Isexport. Elle est par ailleurs également 4e vice-président au niveau de la fédération de basket. Elle revient sur le tournoi. Nos équipes ont bien entamé le tournoi avec des victoires d'entrée. Les filles sont en quart de finale déjà. Et pour les garçons, ils ont perdu leur deuxième match de justesse. Et il ne faut pas oublier qu'ils jouent à 3 contrairement aux adversaires. Parce qu'on a un joueur blessé. Voilà. Il faudrait impérativement qu'ils gagnent leur deuxième match pour être qualifiés en quart de finale. Et comment jugez-vous le niveau de la compétition? Bon, c'est un niveau très très élevé. Parce que les gens sont venus dans tous les étudiants sont venus de tous les coins du monde. Une compétition de haute facture, vraiment. Une bataille farouche sur le terrain, donc des matchs alléchants. Donc il faut une bonne préparation pour être dans le haut niveau. Et je pense qu'on l'a fait, nous, au niveau de Dakar, avec le tournoi qu'on avait organisé depuis Dakar. Est-ce que l'ISEC est toujours en mesure d'atteindre ses objectifs qui est le carré d'as? Nous l'espérons du côté des garçons comme des filles. Il faut se concentrer davantage parce que depuis hier, donc, nous cessons de faire leur briefing avec eux pour les sensibiliser un peu, que l'objectif est si proche mais aussi si loin. Donc toutes les équipes sont là pour gagner, donc se concentrer de la première à la dernière minute. Voilà. Amardion qui a donc recueilli les propos de Aïssatou Seydi. Merci. On passe au foot avec la Ligue de Diourbel qui a formé plusieurs entraîneurs au niveau de la licence D. À la fin de la session, Maya Sinmar, directeur technique national, s'est rendu à Diourbel pour la remise de diplôme en présence de Babacar Diouf. Ils étaient 28 à subir cette formation sanctionnée par l'obtention de la licence C. Désormais, ils sont aptes à entraîner des équipes de football, un moyen pour développer ce type de sport dans la région de Diourbel, pense Abdoulaye Fall. Il est le président de la Ligue régionale de football. La formation est à la base du développement du football. C'est en cela que la fédération a bien voulu financer le stage-là de la licence D pour que des formateurs soient formés pour former les jeunes footballeurs et les footballeurs au niveau de la région de Diourbel. Les prochaines étapes, c'est peut-être essayer d'organiser la licence C. Mais ce football, on ne saurait le développer avec l'état actuel du stade Elimanel Fall de Diourbel. C'est du moins l'avis du directeur technique national, Maya Sidma. La compétition se fait sur de bons terrains. Je pense qu'aujourd'hui, naturellement, le seul stade qui existait à Diourbel aujourd'hui est dans des conditions que vous connaissez. Et c'est vrai que les gens se multiplient par 1000 pour faire en sorte effectivement que le stade soit remis à neuf. Et je pense que tout à l'heure, le président de la Ligue, également Abdoulaye Fall, effectivement, nous a donné un peu quand même des certitudes, en tout cas pour l'avancée et pour la reprise effectivement de ce stade-là. Et je pense que c'est une nécessité parce que, comme j'ai dit, la Sonacos a fait des frais. Il faut le dire, c'est la réalité. Parce qu'en fait, jouer sans son public pendant un an, cela a été en tout cas un effet qui a fait effectivement la Sonacos retrouve la deuxième division. Abdoulaye Fall est le directeur technique national procédé à la clôture de cette session de formation au titre d'entraîneur titulaire de la licence C pour des fils et filles de Diourbel. RFM Babacar Diouf. Le directeur technique du Sénégal s'est prononcé également sur la Coupe du Monde U17 qui se déroule actuellement au Brésil et sur les performances de l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal qui doit jouer contre le Japon pour le compte de la dernière sortie de la phase de poule. Le DTN conseille aux petits de gagner pour assurer la première place. Oui, mais je pense que c'est les féliciter et les encourager. Je crois que la prestation des U17 dans la compétition des U20 montre encore une fois qu'au Sénégal, en tout cas, nous avons de jeunes talents, nous avons de bons footballeurs et ils sont en train de le montrer en tout cas dans ce coup du monde-là et saluer surtout la qualification au prochain tour et ensuite souhaiter également que le match de demain soit un match également qui nous permette effectivement de prendre la première place. Beach Soccer avec le tournoi Copa Lagos. Le Sénégal a battu ce vendredi le Brésil 5-4. Ce samedi, les Lions jouent contre le Nigeria. Dimanche, ce sera face à l'Angleterre de défier l'équipe de Omar Ngala Sylla. Le football en Europe pour finir avec la défaite du Paris Saint-Germain ce vendredi devant Dijon 2-1. Malgré l'entrée de Cavani, les Parisiens ont perdu face à l'équipe de Dijon
À noter ce samedi, Marseille mal en point qui joue contre Lille. Nîmes reçoit l'équipe de Rennes de Mbaye Amadignan. En Angleterre, Bournemouth joue contre Manchester United. Liverpool est à Aston Villa. West Ham reçoit l'équipe de Newcastle. Southampton joue contre Manchester City. Watford joue contre Chelsea. En Italie, pour finir, l'AS Roma, pour le compte de la 11e journée, reçoit Naples de Kalidou Koulibaly. L'Inter Milan sera à Bologne, alors que Torino recevra l'équipe de la Juventus de Turin. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Je m'arrête.